Donc je pense que la politique du personnel, c'est la politique du recteur. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, la ligne hiérarchique le montre elle-même. Et même pour le personnel qui dépend de l'administrateur général, je pense que la politique doit être menée, ou en tout cas guidée dans les valeurs telles que je viens de les mentionner, par exemple, par le recteur. Donc je pense que nous pouvons faire effectivement beaucoup de choses, mais nous parlons beaucoup du personnel administratif et technique. J'aimerais aussi mentionner que les questions qui sont traitées ici, y compris le burn-out, ça touche aussi le personnel scientifique temporaire et le personnel académique. J'ai un ensemble de collègues qui sont touchés aujourd'hui même par ce fléau. Mais je ne peux que constater sur le terrain l'augmentation inquiétante des phénomènes de burn-out ou de bore-out ou de phénomènes liés. Et donc je pense que c'est un paramètre de gestion qui est extrêmement essentiel. Mais la question du burn-out, c'est de ne pas agir quand il est trop tard, c'est de faire la prévention du burn-out. Et c'est pour ça que cette politique de bien-être est extrêmement importante en matière de reconnaissance, de conditions de travail, notamment d'outils adéquats pour le travail, de transparence. Donc c'est la prévention du burn-out qui doit être la marque de fabrique de notre université. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, et elle doit être menée en interuniversitaire, je dirais en front commun, en fait, avec les autres recteurs, pour autant qu'on puisse s'entendre à nouveau sur les questions d'organisation administrative impliquées par le décret paysage et qui sont une vraie source de complexité administrative. Je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à travailler avec d'autres universités sur un ensemble d'outils. Je pense que les équipes le font déjà, le font spontanément, et c'est très bien ainsi parce qu'il y a beaucoup de zigzags dans le parcours étudiant aujourd'hui entre une institution et l'autre, et donc il y a une forme d'harmonisation à avoir, c'est tout à fait positif. Et puis la complexité administrative ou la bureaucratie augmente à mesure qu'on laisse finalement le régulateur prendre un ensemble de décisions à notre place. Et donc je pense que là aussi, retrouver une forme de cohésion ou de confiance en interuniversitaire est fondamental pour ne pas laisser, par exemple sur des questions comme les questions d'habilitation ou les questions de composition des dossiers en matière de programme, pour ne pas laisser l'ARES dicter finalement tout ce que nous pourrions faire nous-mêmes ou nous entendre nous-mêmes. Alors il y a d'autres exemples par rapport à cela. Il y a l'exemple par exemple des complexités qui sont imposées aux chercheurs et aux chercheuses aujourd'hui en matière de reporting. Je ne sais pas si vous connaissez les timesheets que l'on doit maintenant remplir, qu'on appelle CATS parfois, et qui tendent à devenir une forme de norme dans la mode de gestion de la recherche aujourd'hui, mais qui est une absolue catastrophe en fait au quotidien, parce que vous passez autant de temps à remplir vos timesheets qu'à travailler effectivement sur la recherche. Donc il y a quand même différents leviers d'action sur lesquels le rectorat peut agir, et dans son rôle extérieur, en tout cas au niveau du FNRS, au niveau de l'ARES, au niveau du CREF, et à tous ces niveaux de concertation, pour faire en sorte que la mission académique soit mise au centre, en fait, et pas au service d'une bureaucratie qui s'impose. Quand on pense à l'étudiant ou à l'étudiante, c'est pas seulement un destinataire de formation, c'est aussi un acteur de l'université. Et là, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans une culture plus ouverte en matière de débat, leur donner la parole, et c'est mon expérience, en tout cas comme gestionnaire, prendre très au sérieux le fait de les mettre au cœur d'un ensemble de nos décisions. Les plus belles avancées que j'ai pu faire dans mon métier de doyen, la mineure en développement durable, le baccalauréat tridisciplinaire en sciences politiques, sciences philosophiques, économie, le master en économie sociale, toutes ces avancées, j'ai pu les faire parce qu'on a été à l'écoute des demandes des étudiants et ils nous ont aidés à les porter et à bouger les frontières là où il le fallait. Donc, placer l'étudiant au cœur de nos préoccupations, c'est aussi les faire participer à une culture de débat qu'il faut retrouver au sein de l'université. Comment ne pas être d'accord avec ces lieux communs ? Moi, je pense que l'université doit être d'abord inclusive avant d'attendre un décret inclusif. J'y suis très sensible, étant donné mon parcours, vous l'avez compris, mais j'y suis sensible aussi comme doyen actuellement d'une faculté de sciences sociales où je vois des choses extrêmement variées. Si vous voulez, le problème de l'inclusion, c'est que notre université doit dépasser des simples constats de diversité.
Les moyens n'ont pas suivi sur le terrain. Donc au-delà du beau discours, je dois constater que cette politique, qui est une belle valeur, nous met en tension du point de vue de sa mise en pratique. Donc je pense que cela doit cesser. Si on veut être vraiment inclusif, il faut y aller. Et l'enjeu de l'inclusion à l'université, oui, il faut des moyens sur le terrain. Sur le terrain. Concrètement, il y a de l'accompagnement à faire. Ces personnes demandent de l'accompagnement plus qu'ailleurs. Et l'enjeu de l'inclusivité pour l'UC Louvain, pour aller un peu plus loin que ces lieux communs ou ce que les nous proposent, c'est de ne pas aller simplement dans une politique de diversité où l'on juxtapose un étudiant avec un autre, mais on les fait vraiment travailler ensemble. C'est ça l'inclusion. L'inclusion, c'est faire participer au débat commun, aux stratégies communes, à la vie commune, l'ensemble des étudiants et des étudiantes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation physique ou mentale. Moi, je souhaite y consacrer 2 millions d'euros par an dans ce fonds. 2 millions d'euros par an, c'est environ 40% du FSR aujourd'hui, donc c'est un investissement significatif. Mais est-ce qu'on a le choix? Qu'est-ce qu'on veut de notre université? Est-ce qu'on veut être la meilleure université du Brabant wallon? Ou est-ce qu'on veut être une université qui se met en capacité d'aller chercher les nouveaux fonds de recherche qui vont s'ouvrir, qui seront massifs au niveau européen? Voilà ce que je souhaite faire très concrètement pour améliorer la qualité et le temps long de la recherche plutôt que sur la quantité. Et ça vaut tous les discours. Eh bien, il vient d'être rappelé tout ce qui a été mis en place il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Je constate que Vincent Blondel est le premier recteur qui a décidé de ne plus être en lien direct avec le service de la culture, mais avec un certain nombre d'intermédiaires. En fait, qu'est-ce que c'est la culture? La culture, c'est ce qui résiste à la consommation du monde. Parce que la culture, c'est ce qui restera toujours une fois que nous, on ne sera plus là. D'accord? C'est ce qui résiste à notre existence même. Et donc la culture, c'est un produit extrêmement important qui va à l'encontre de tout le processus de consommation qui nous chavire de jour en jour. Et pourquoi l'université est un lieu de culture? Parce que l'université est aussi un lieu dans lequel on produit des savoirs qui résistent à notre propre existence. C'est même le sens même de notre travail ici, notre savoir qui va de proche en proche, de génération en génération. On donne un héritage pour le monde qui est repris par les générations suivantes. Sébastien Van Belleghem, on vous sent dubitatif? On est heureux d'apprendre toutes ces intentions, mais concrètement sur le terrain, que j'ai eu l'occasion de fréquenter ces derniers mois, ces dernières années, moi je constate une immense érosion du lien entre les cliniques et l'université. Il faut le dire. Et il y a un gros souci à ce niveau. Et donc moi je souhaite très concrètement y œuvrer, mais comment? On peut sortir un ensemble de points particuliers ou de gadgets, qu'on les appelle irritants ou ce que vous voulez, mais je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord affirmer une chose. Ce qu'il faut affirmer, c'est que les cliniques font partie de notre université. Leur destin est notre destin. Nous sommes intimement liés. Et il faut que les médecins cliniciens soient reconnus effectivement comme étant membres à part entière de notre université, pas 3/11e, 100%. Ce sont des membres de notre université. Ça veut dire qu'ils ont accès à tout ce que l'université peut offrir. Ça, c'est le principe de base. Il faut qu'on parle des cliniques hors des cliniques.